Bonjour, bonne année à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors, comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe, bonne année et meilleurs vœux à toutes et à tous, les pharmaciens et d'ailleurs et les internautes, puisque là nous sommes depuis ce live-là en direct sur plusieurs réseaux sociaux, sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube. Sur Twitch. Oui, et même sur Twitter. Donc nous avons sur Twitter aussi des internautes. Donc c'est un peu plus compliqué que d'habitude, Christophe, parce que maintenant on va s'adresser à la fois aux pharmaciens, bien sûr, c'est le public prioritaire, puisque c'est une information pour les pharmaciens, mais aussi au grand public, du coup. Voilà. Très bien. Alors, la fin de l'année a été marquée par l'autorisation faite aux grandes surfaces de vendre des autotests. Alors, justement, ça a peut-être intéressé le grand public, mais vous avez estimé que cette décision représentait un risque pour la santé publique. Oui, je dois vous dire que, évidemment, nous avons d'abord combattu cette mesure avant qu'elle arrive. Nous avons essayé de faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Le sujet avait été débattu, il était sur la table et ça concernait les fêtes de fin d'année et la volonté du président de la République de sanctuariser ces fêtes de famille, de Noël et de Jour de l'An, et donc de prendre le geste barrière supplémentaire que représentait l'autotest d'après le conseil scientifique. Bon, nous étions très défavorables à cette mesure. Nous pensions que nous avons gagné quand Olivier Véran et Jean Castex, le lundi soir, ne l'ont pas exprimé, ne l'ont pas expliqué. Et puis patatras, le lundi matin, c'est au JO sans concertation. Donc là, je dois vous dire que, bien sûr, mon centre n'a fait qu'un tour. On a immédiatement appelé le ministre. Nous avons eu une réunion dès le mardi après-midi très houleuse avec le cabinet, le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Et en fait, il y a deux... pourquoi c'était un mauvais coup, cette affaire-là? La première, c'est parce que les pharmaciens sont très sensibles au monopole, et pour des bonnes raisons, parce que nous estimons que notre système de santé qui promeut le monopole pharmaceutique est le meilleur garant pour la sécurité des gens de la dispensation et de la distribution des médicaments et des produits de santé. Donc ça signifiait quoi? Ça signifiait qu'on allait, par ce coup de poignard, en fait, se mettre à dos tous les pharmaciens de France qui sont mobilisés depuis 2 ans et au risque qu'ils se désengagent. Donc ça, c'était inconcevable. Et le deuxième aspect des choses, c'est qu'il n'y avait aucune stratégie claire, aucune stratégie mise en place, ni pour l'isolement, ni pour le nouveau dépistage face à cette déferlante Omicron qu'on voyait arriver. Et alors, dit que quand on fait une mesure de cette nature-là, on l'explique. Aucune explication, rien. Donc, je peux vous dire que ça s'est assez mal passé. Et donc, voilà. Donc, ça a eu le mérite, si on peut dire ça, cette mauvaise action de remettre en selle le débat entre nous. Et du coup, après, nous avons travaillé pendant le reste de la semaine. D'accord. Et ça, cette autorisation faite aux grandes surfaces, c'est pour tout le temps? Il y a une durée limitée dans le temps? Justement, ça fait partie. J'ai pris au sein auprès du conseil d'administration l'exemple de Blanche-Neige. Une fois que Maléfique avait fait son mauvais sort, il fallait que les 3 bonnes fées puissent arriver à essayer d'amender ce mauvais sort pour en faire quelque chose qui soit acceptable et qui finisse bien, puisque vous savez qu'à la fin, Blanche-Neige, ça finit bien. Donc, le sujet, c'était bien ça. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu, le limiter dans le temps. Donc, limiter dans le temps, 31 janvier. Pour nous, c'est ferme.
c'est-à-dire 31 janvier, c'est fini. Donc, le ministre a accepté ça et s'est engagé devant le Parlement. Il a engagé le gouvernement devant l'Assemblée nationale le lendemain. Il a pris la parole en disant « Je suis attaché au monopole pharmaceutique et le 31 janvier, on revient à la situation hantée. » C'était quelque chose qui était ponctuel pour les fêtes de fin d'année. Bon, ça, c'était déjà quelque chose de très important. Le ministère de la Santé ne nous a jamais fait défaut sur ce sujet. L'arbitrage était plus haut. Et ensuite, nous avons développé la stratégie, donc la stratégie de dépistage dont on va parler. Voilà. Donc justement, alors quelle est cette stratégie de dépistage qui inclut donc les autotests? Voilà. Donc l'idée là-dessus, c'était que la pharmacie soit on va dire le pivot de cette stratégie de dépistage et cette nouvelle stratégie d'isolement. Bon, le variant est beaucoup trop contaminant, on va dire, pour que tous les cas contacts aillent à l'isolement. Donc l'idée, c'est de revenir sur ce que disait la Haute Autorité de Santé au début, dès le premier, sur la stratégie de l'autotest, sur la place de l'autotest. Et elle disait que l'autotest, il était pertinent dans une stratégie de testing récurrent. Un autotest, ce n'est pas très sensible. Et donc, il faut apprendre à le faire, d'une part, ce n'est pas très sensible. Donc, c'est intéressant quand on le fait plusieurs fois pendant la séquence. Donc, l'idée là-dessus, c'était, on commence par un test antigénique. Pendant la réalisation de ce test antigénique, le pharmacien va expliquer comment marche l'autotest. Si le test antigénique est négatif, il va délivrer 2 autotests de façon prise en charge par l'assurance maladie, de telle manière qu'à J+2 et J+4, le patient puisse se tester et voir qu'il n'est pas. Donc ça s'est passé comme prévu. Maintenant, le problème, c'est que nous avons travaillé toute la semaine là-dessus. Le Haut Conseil pour la santé publique a validé vendredi soir. Vendredi soir, pour ceux qui ne suivent pas, c'était la nuit du réveillon. Donc, moi, j'étais la nuit du réveillon à 22h avec les équipes du cabinet du ministre pour valider cette stratégie. Et donc, après, une fois que ça a été validé, encore fallait-il que le Premier ministre le prenne, dise OK, et après, il fallait l'annoncer. Donc, ça veut dire que les pharmaciens, moi, j'avais essayé, on ne pouvait pas donner les raisons, on ne pouvait rien dire en fait pendant la semaine-là. J'avais essayé de dire à tout le monde commander, mais les pharmaciens ne comprenaient pas pourquoi je disais commander des stocks. Donc, voilà, ça s'est sorti le dimanche dans le JDD. D'accord. Et hier est paru au journal officiel les modalités de dispensation et de facturation des autotests à l'officine. Oui, alors ces modalités de facturation, donc là aussi pareil, le JO est paru très tardivement. Donc nous avons lundi, moi j'ai œuvré auprès de l'assurance maladie pour obtenir de pouvoir avoir le remboursement en avance de phase par rapport au journal officiel, parce que en fait les gens ne comprenaient plus rien. On leur avait dit dans le journal que ça marchait, alors que ça ne marchait pas vraiment. Voilà. Ouais, ça a été annoncé dimanche dans le journal du dimanche. Alors dimanche, ça a été annoncé par le ministre de la Santé, le journal du dimanche, ce que nous avions préparé. Et puis, mais cerise sur le gâteau lundi, nous avons eu dans un autre journal dans le Parisien quelque chose dont nous n'avions jamais entendu parler. C'est le fait que nous devions aussi nous occuper des scolaires. D'accord. Ouais. Et là, je vais vous en reparler tout à l'heure, mais ça change un petit peu la donne. Donc, sur le premier point, en tout cas, le remboursement, il est clair maintenant. Donc, nous réalisons un test antigénique, réalisé au tarif du test antigénique, et ensuite, nous délivrons 2 autotests qui est pris en charge par l'assurance maladie à un tarif de 3,50 € l'autotest, et il y a un honoraire de délivrance de 2 € pour les explications données par le pharmacien. D'accord. Donc, il faut encore commander des autotests? C'est la consigne que vous passez? Ah oui. Alors, j'ai ce matin relancé une nouvelle session de l'enquête stock et commande d'autotest, parce que les autorités de santé veulent savoir si on va tenir le coup. C'est vraiment important de tenir le coup. Si vous voulez que le 31 janvier, les autotests soient en pharmacie exclusivement, il faut que nous puissions fournir la population. C'est évidemment la moindre des choses. Donc, il faut évidemment passer des commandes, nous dire combien vous en passez pour qu'on puisse faire remonter cette information.
Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous avons demandé à ce que soit revu le protocole pour les scolaires. Donc, il y a une première partie qui a été faite ce matin. Il a été allégé ce matin et nous allons redébattre du sujet parce que eh bien, quand il y a des classes, quand il y a 30 ou 40 gamins qui arrivent à la pharmacie, ça désorganise complètement la pharmacie. Et donc, ce n'était pas prévu. Donc, il faut qu'on regarde comment on fait pour traiter le sujet des scolaires. Et parallèlement, vous avez donc un autre souci qui est la gestion des cas contacts au sein de l'équipe officinale. Alors, comment on peut faire? C'est mon problème à moi pour cet après-midi, par exemple, puisque je vais être obligé d'écourter d'ailleurs ce live. Je ne vais pas durer trop longtemps parce que cet après-midi, c'est moi qui suis à l'officine à cause de ce que vous venez de dire. De toute façon, ce qu'on a obtenu, c'est de reprendre les modalités du début de la première vague Covid, c'est-à-dire que les soignants positifs, asymptomatiques ou paucisymptomatiques peuvent continuer à travailler. D'accord. Ça, c'est le premier point, c'est le point clé. Voilà. Les cas contacts, bien sûr, peuvent continuer à travailler, mais également les positifs asymptomatiques. Et nous sommes, j'ai plusieurs fois intervenu pour que les enfants de soignants puissent être gardés à l'école, même quand les écoles sont fermées. J'espère que personne n'a de problème là-dessus. Si vous avez des problèmes, faites-moi les remonter pour qu'on interpelle encore une fois le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas super simple avec le ministère de l'Éducation, je dois vous dire. Soignants, pharmaciens et préparateurs. Oui, soignants, c'est les pharmaciens et les préparateurs, bien entendu. D'accord, nous allons changer de sujet maintenant. Alors, vous avez présenté à votre conseil d'administration un projet d'accord conventionnel interprofessionnel sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors, pouvez-vous nous expliquer que contient-il et puis allez-vous le signer? Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne bien le maquis de ces accords conventionnels. Donc, il y a d'abord… Un ACI MSP. Oui. Si je résume. Vous allez résumer, mais moi, je ne vais pas résumer, je vais essayer d'expliquer en 2 mots, en quelques mots. Il y a d'abord un accord cadre interprofessionnel qui, en fait, est là pour faire les règles du jeu de l'ensemble de cette vie conventionnelle. Ensuite, il y a les conventions nationales par profession. Nous sommes en train de négocier la convention nationale pharmaceutique. De même pour les médecins, les infirmiers, toutes les autres professions ont leur convention. Et ensuite, il y a des accords conventionnels à plusieurs. Ça s'appelle des ACI. Il y en a 2 pour l'instant. Un accord conventionnel interprofessionnel pour les CPTS, qui administrent l'offre de soins des territoires. Nous sommes signataires de cet accord conventionnel, donc il y a une vie conventionnelle là-dessus. Et ensuite, un deuxième, celui dont on parle aujourd'hui, qui régit les maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors, il y a pas mal de pharmaciens qui font partie d'un exercice coordonné en maison de santé pluriprofessionnelle, c'est le fameux CISA. Vous savez, nous avons pas mal de gens là-dessus. Et donc là, il y a un avenant à cette convention. Cet avenant à la convention, il traite du service d'accès aux soins, il permet au MSP d'embaucher des infirmiers en pratique avancée, il explique quelques nouveaux protocoles de prévention et il met en place également tout un système d'engagement de la MSP dans le cadre des crises sanitaires. Donc, le conseil d'administration de la fédération s'est saisi et a prononcé un avis favorable. La fédération sera donc signataire de cet accord conventionnel sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Marie-Claire Denoal, coprésidente du syndicat des pharmaciens d'Ille-et-Vilaine. Bonjour à tous, bonjour à toi Philippe. Je suis Marie-Claire Denoal, coprésidente du syndicat des pharmaciens d'Ille-et-Vilaine. J'ai une question pour toi ce midi. Le pass vaccinal va-t-il empêcher nos patients d'accéder à nos officines? Merci pour ta réponse. Alors Philippe, la mise en place du pass vaccinal pourrait-elle empêcher les patients d'accéder aux officines? Cette question est une question qui effectivement se pose au regard de l'intransigeance affichée par le président de la République et par ce qu'on entend. J'ai entendu des patrons de grandes surfaces dire qu'il va interdire l'accès aux magasins pour le pass vaccinal, à cause du pass vaccinal. Alors, ce qui est légitime ce qui est très très légitime pour, dans certains cas,
parce qu'il faut effectivement faire le maximum pour que tout le monde se vaccine. Nous-mêmes, à la Fédération, nous nous sommes prononcés en faveur de l'obligation vaccinale des soignants, parce qu'il était important que les équipes officinales ne transmettent pas le virus aux gens malades qui viennent dans l'officine. Donc, c'était pour ça que pour les soignants, cette obligation était absolue. Voilà. En revanche, le serment d'Hippocrate nous oblige à soigner tout le monde. Et il n'est pas question de refuser une insuline à un diabétique parce qu'il n'est pas vacciné. On peut et on doit lui expliquer l'intérêt de la vaccination. On peut le faire dans des termes que l'on souhaite, c'est-à-dire soit pédagogique, ce que moi je préconise, soit plus direct, suivant l'état, suivant la façon dont on a de s'adresser aux gens, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit le soigner. Donc, il est absolument exclu que les personnes qui ne seraient pas vaccinées ne puissent plus avoir accès à l'officine. C'est absolument exclu. Très bien. Nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Alors, c'est à vous. Des questions des internautes. SI-DEP ne marche pas ou au ralenti. Ah, oui. Oui. Ça c'est véritablement insupportable. Comme à chaque fois qu'il y a une panne sur SI-DEP, évidemment, nous le faisons remonter auprès du ministère de la Santé. Nous avons eu un message hier du ministère de la Santé nous disant qu'il y aurait une interruption de service dans la nuit d'hier, dans la nuit du 6, pour que le système fonctionne mieux. Donc, j'espère qu'il va fonctionner mieux dans l'avenir et qu'il n'y aura plus de panne. En tout cas, c'est ce que nous allons essayer de constater dans les jours à venir. Donc, en tout cas, sachez que hier, il y a eu donc cette modification sur le système qui, j'espère, va être suffisante. J'ai lu dans le journal L'Alsace, excellent journal, que les PCR de confirmation ne sont plus obligatoires. Quand aurons-nous l'info officielle? Il me semble que nous avons reçu un DG Urgent qui le dit. Donc, pour être clair, d'abord, nous l'avons envoyé par circulaire. Il me semble d'autant plus qu'il me semble avoir signé la circulaire qui vous l'indique, que vous pourrez retrouver la foire aux questions sur le site de la FSPF. Elle est continuellement mise à jour, comme ça vous l'avez en temps réel. Il y a plusieurs questions, foires aux questions, une sur les vaccins, une sur les tests, bref. Je reprends. Le criblage et la confirmation des tests antigéniques par PCR, en cas de positivité, n'est plus obligatoire. Ce qui reste obligatoire, c'est la confirmation des autotests. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pourquoi les grossistes n'ont pas d'autotest, et ce depuis des semaines? Pourquoi les grossistes n'ont pas de masque FFP2 et depuis des semaines? Alors, nous n'arrêtons pas de demander à nos grossistes répartiteurs de faire des stocks. Je ne peux pas répondre pour eux, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, en revanche, il n'y a pas de semaine où je ne leur demande pas d'augmenter leur stock. Une petite dernière, Philippe, avant de vous laisser aller au comptoir. Oui, merci. Le gouvernement, compliqué cette question. Le gouvernement envisage au 15 février de réduire le temps maximum obligatoire entre 2 doses de 7 mois à 4 mois. Ceci revient à dire que nous devrons avoir vacciné au 15 février toutes les personnes vaccinées en août, septembre, octobre en cette date, ce qui était réalisable. Qu'en est-il de cette date du 15 février? Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui a été à l'ordre du jour, c'est de réduire la possibilité donc, de se vacciner après 4 mois. Hein. Ça, c'est vrai. Ça a déjà été fait, c'est réduit. Mais par contre, l'autre date, celle de 7 mois, elle n'a pas bougé. Et je ne pense pas qu'elle bougera parce qu'effectivement, comme il a été dit, ce serait impossible de vacciner tout le monde dans la période. Eh bien, merci Philippe Besset. Merci également à Marie-Claire de Noailles pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45 pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir, à bientôt.